On va débuter dans quelques instants la série de tables rondes dédiées aux différents publics des CAUE avec lesquels ils travaillent. On va commencer avec un public particulier, celui des enfants, des jeunes, des adolescents. J'appelle les 4 invités de cette table ronde à rejoindre la tribune. Et avant de commencer cette table ronde, on va écouter un texte lu, comme tout à l'heure, par Daniel Mesguich. Un texte d'Henri Michaud, tiré de Passage, qui s'intitule « Enfant ». Si tout le monde est méconnu, essentiellement méconnu par l'impossibilité où se trouve un étranger d'entrer dans votre peau, de coïncider ne fût-ce qu'un instant avec votre ensemble, l'enfant paraît un des plus méconnus. Et cette méconnaissance est étrange. Dans la peau du sanguin, l'anémique se congestionne, mais il ne devient pas sanguin. Même un instant, il ne peut éprouver ce que c'est que d'avoir les membres baignés d'un sang riche et rapide aux réparations. En vain, l'homme se veut imaginer des seins sur sa poitrine plate. Il ne peut se figurer l'étonnant phénomène à jamais inconnu, mystérieux, d'être femme, simplement femme, ni belle ni laide, mais femme. Et aucun amour ne le lui fera jamais comprendre. Ni le thyroïdien ne comprendra l'hypothyroïdien. Ni l'homme svelte au cou long ne peut se représenter intérieurement comment on est, ayant le cou large et court, collé aux épaules. Il ne le peut. Il est excusé. Il n'a jamais passé par là. Mais l'homme a été enfant. Il l'a été longtemps. Et semble-t-il tout aussi en vain. Quelque chose d'essentiel, l'atmosphère intérieure, un je ne sais quoi qui liait tout, a disparu, et tout le monde de l'enfance avec lui. Ainsi qu'un port de pêche entrevu et qu'une odeur de goudron et de calfatage seul lié dans notre mémoire et seul peut ressusciter. Mais l'odeur de l'enfance en nous est autrement enfouie et irretrouvable. Le temps de l'enfant, ce temps si spécial, temps physiologique, créé par une autre combustion, par un autre rythme sanguin et respiratoire, par une autre vitesse de cicatrisation, nous est complètement perdu. L'homme a une détestable mémoire du synesthésique. Il sort de l'enfance comme d'une maladie et n'a pas de mémoire de la maladie. Il en a perdu le pouls. Retrouverions-nous son temps, on resterait séparé de l'enfant par les 10 000 virginités perdues. Rien ne sépare, n'éloigne, comme la perte de la virginité. Quoi de plus difficile que de se représenter l'avant, tout ce qui venait avant, non réalisé encore, tout ce qui vint pour la première fois, tout ce qui autrefois élan, appel, est devenu satisfaction, c'est-à-dire rien du tout. Regard de l'enfance, si particulier, riche de ne pas encore savoir, riche d'étendue, de désert, grand de nescience, comme un fleuve qui coule, l'adulte a vendu l'étendue pour le repérage. Regards qui ne sont pas encore liés, denses de tout ce qui leur échappe, étoffés par l'encore indéchiffré, regard de l'étranger, car il arrive en étranger dans son corps. C'est le nouveau venu au studio de prise de vue, à qui il faut tout montrer, comment la voix porte, où regarder, de quelle façon soulever les pieds. Et il arrive aussi en étranger dans notre civilisation et sur Terre. Âge des questions. Pourquoi y a-t-il tant de jours? Où vont les nuits? Pourquoi y a-t-il constamment des choses? Pourquoi suis-je moi et non pas lui? Pourquoi est-ce Dieu qui est Dieu? Âge d'or des questions, et c'est de réponses que l'homme meurt. L'enfant avance dans le monde des masses qui partout s'expriment, avance, risque un frêle signe. Première tête dessinée par l'enfant si légère, d'une si fine charpente, 4 menus fils,
Un trait qui ailleurs sera jambe ou bras ou mât de navire, ovale qui est bouche comme œil, et ce signe, c'est la tentative la plus jeune et la plus vieille de l'humanité. Celle d'une langue idéographique, la seule langue vraiment universelle que chaque enfant, partout, réinvente. Louis XIII, à 8 ans, fait un dessin semblable à celui que fait le fils d'un cannibale néo-calédonien. À 8 ans, il a l'âge de l'humanité. Il a au moins 250 000 ans. Quelques années après, il les a perdus. Il n'a plus que 31 ans. Il est devenu un individu. Il n'est plus qu'un roi de France. Impasse dont il ne sortit jamais. Qu'est-ce qui est pire que d'être achevé? Adulte, achevé, mort. Nuance d'un même état. On a jeté ses atouts. Tout le progrès de l'homme est peut-être dû au fait qu'il reste longtemps dans l'enfance. John Fiske. Et cependant, il ne tient pas ce qu'il promet. Goethe. La pire critique contre Aristote est encore celle-ci, qu'il était définitivement Aristote. Avant de mourir, on devient tout os. Je vais vous présenter donc cette table ronde consacrée aux enfants, aux adolescents, aux jeunes. Aujourd'hui, malgré la transformation des quartiers et les moyens mis dans l'amélioration du cadre de vie pour construire de la cohésion, nombre de sociologues font état, malgré tout, de l'affaiblissement du lien social. Dans ce contexte, la constitution de repères chez les enfants, les adolescents, les jeunes, les adultes s'avère un enjeu essentiel. Appréhender son histoire et l'histoire de ses lieux de vie est essentiel pour vivre, agir et évoluer dans sa ville. De là découle toute une série de questions. Comment faire pour favoriser la compréhension de l'environnement, du paysage urbain, périurbain et rural par ces publics particuliers que sont les jeunes? Comment l'adolescent peut-il s'emparer d'expériences qui vont au-delà de la simple transmission de connaissances? Dans quelle mesure des projets culturels du type de ceux mis en œuvre par les CAUE ont-ils des impacts réels sur les habitants et sur les jeunes en particulier? Sur quelles structures aussi les élus peuvent-ils s'appuyer pour développer des actions culturelles, des actions de sensibilisation conçues dans ce sens à destination des adolescents et plus généralement du jeune public? Nous tenterons d'apporter des éléments de réponse tout à l'heure avec nos 4 invités. Mais avant de les écouter, je vous propose de regarder un petit film en guise d'introduction à cette table ronde. Tout ce que j'ai fait, même mes stages dans les stages scolaires, enfin des stages pour l'école d'architecture, tout ça, j'ai toujours essayé d'aller vers des agences d'architecture qui travaillaient à la promotion de l'architecture en fait. Donc à travers des revues, à travers des expositions, etc. Et je pense que ce travail en partenariat avec le CAUE, c'est aussi une manière de faire la promotion de l'architecture, mais cette fois-ci non plus auprès d'autres professionnels ou auprès du grand public, mais auprès de jeunes qui vont devenir rapidement ce grand public. Ce qui a intéressé la délégation académique à l'action culturelle dans ce projet, lorsqu'il a été élaboré avec le CAUE, c'est sa dimension artistique et culturelle. Comment interroger les relations entre art et architecture, mais c'est aussi sa portée citoyenne. À quelle démarche la réflexion sur le collège et son environnement peut-elle conduire les jeunes collégiens? Voilà, il est réglé. Fais voir. Attends. Tu vois L'approche du CAUE se veut plus sensible que technique. C'est pourquoi, pendant cette action, les collégiens sont amenés à travailler avec un artiste, plasticien, photographe ou vidéaste. On a essayé de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire sur ce lieu. L'idée est venue d'essayer de refaire une grande fresque murale à l'intérieur, utilisant ces techniques de trompe-l'œil. Silence, s'il vous plaît. Le moteur est demandé. Ça tourne. Action. Direction cette fois-ci le Val-de-Marne à L'Haÿ-les-Roses. 3 étudiants issus d'une cité de la commune sont chargés de faire découvrir leur quartier.
Ces 3 jeunes ont suivi une formation accélérée de guide pendant une semaine. Ils ont appris l'histoire de la ville et de leur quartier. À l'origine de cette initiative, des architectes professionnels. Souvent, quand on faisait les visites, on croisait des jeunes qui y habitaient et qui nous disaient « Mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes dans notre quartier? Il n'y a rien à voir dans notre quartier, il n'y a rien d'intéressant, pourquoi vous venez visiter ?» Donc on s'est dit, plutôt qu'ils soient en bas de l'immeuble à nous poser la question pourquoi on le fait visiter, pourquoi pas s'adresser directement à eux et leur demander s'ils sont d'accord pour eux-mêmes faire la visite de leur quartier. Une occasion pour ces 3 étudiants d'acquérir de l'expérience et de briser les clichés sur la banlieue. Ça vous plaît d'être guide? C'est vachement intéressant, on apprend beaucoup de choses tous les jours. Et on en apprend aux autres et ça c'est gratifiant. Le tourisme en banlieue, c'est aussi le moyen de faire rencontrer 2 catégories de population qui n'ont pas l'habitude de se rapprocher. Qu'est-ce que vous avez appris de ces jeunes aujourd'hui? Qu'en fait, ils s'investissent aussi pour le quartier, ça c'est une bonne chose. Et puis qu'en même temps, ils communiquent avec les autres. Et ça, c'est une découverte pour vous? Oui. Ce que je veux surtout sentir ce fois-ci, c'est toutes vos impressions. Si ça sent pas bon, s'il y a de la poussière, si ça fait du bruit, tout. Vous écrivez tout, vous essayez de dessiner tout. Les élèves ont interrogé le maximum de personnes possibles sur différents sujets, tels que les circulations, la nature en ville, ou comment eux-mêmes pratiquaient l'espace, ce qu'ils en pensaient, quels défauts ils y trouvaient ou quels avantages ils y trouvaient. Alors sur le lieu où vous êtes actuellement, est-ce que vous trouvez des nuisances? Ils ont ensuite mené ces interviews auprès de personnalités. Ils sont aussi allés interviewer des professeurs ou alors des surveillants. À la suite, ils ont commencé à réaliser et à mettre sur papier leurs grandes idées en se basant sur des photos de l'existant. Par rapport à ce qu'ils ont pu en tirer, il y a quelque chose de très important, c'est que tout simplement ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient avoir un regard critique sur leur environnement. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un questionnement un peu théorique au départ, mais que très rapidement, il y a du terrain, on va voir ce qui se passe, ou des observations, ou des rencontres avec des gens, des échanges que je trouve qui donnent du sens en fait au travail. En fait, on avait fait des capsules et à partir des capsules, maintenant, on devait essayer de faire quelque chose de grandiose. On devait le mettre en fait à un endroit précis où on pouvait voir d'un côté la nature et de l'autre côté l'urbain. Le principe, c'est qu'on doit transformer notre signe d'agitateur d'espace en un damier agitateur d'espace. Notre rôle à nous, en fait, c'était de les appâter pour qu'ils viennent et qu'ils essayent le jeu pour nous rapporter des plots. On fait venir les passants et on les aide à passer de l'autre côté. Yves Michaud, on va commencer avec vous. Alors, on a entendu une professeure de SVT là, qui disait, avec cet atelier, avec cette action, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient avoir un regard critique sur leur environnement. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quelles sont les conditions de la perception de l'environnement urbain, de la ville et de l'urbanisme? C'est pas évident déjà de voir son environnement. Oui, mais exactement. Je dirais qu'avant d'avoir un regard critique, peut-être qu'il faudrait tout simplement avoir un regard. Et c'est un petit peu de ça que je partirais, parce que l'expérience que nous avons tous, l'expérience aussi des échanges avec les enfants, parce que j'ai mené des expériences d'enseignement de la philosophie à des collégiens pendant 4 ans à Maison-Alfort, l'expérience aussi du rapport avec les élus locaux, souvent, montre que c'est pas du tout évident de percevoir le cadre urbain et le cadre architectural
pour des raisons qui sont extrêmement simples et que vous connaissez bien. D'abord, c'est pas une perception d'objet, comme lorsqu'on regarde un tableau ou lorsque on écoute, je dirais, une musique, mais c'est une perception d'espace, d'environnement, avec des dimensions de flou, et puis une perception aussi d'ambiance. Donc c'est une perception qui est peu assignable et que nous faisons tous. Nous la sentons bien du point de vue de la sensibilité, mais en même temps, c'est très difficile à en rendre compte et c'est très difficile de diriger l'attention vers ce type d'expérience. Et effectivement, quand vous regardez ce qu'on appelle la critique architecturale ou les textes sur l'architecture, vous apercevez que le langage de l'architecture n'est pas du tout évident. Le vocabulaire de l'architecture, il est soit très technique, soit il est métaphorique. Et actuellement, je mène des recherches sur la notion de design, et ça m'a mené à regarder de plus près les discours sur l'architecture, et je me suis aperçu qu'effectivement, le discours sur l'architecture échappe très souvent à la précision. Les architectes savent de quoi il s'agit, les spécialistes comprennent de quoi il s'agit, mais dès qu'on s'adresse, je dirais, au spectateur normal, entre guillemets, ça devient assez métaphorique et surtout assez diffus. Et puis, un troisième élément qui rend la situation difficile, c'est qu'il y a effectivement, à cette perception de l'espace et de l'environnement, il y a un fort marquage par les dispositions du spectateur. L'état d'esprit, l'intention dans laquelle se trouve le spectateur. Si vous percevez, quand vous êtes dans l'attitude touristique, hors de votre quartier, hors de votre ville, quelquefois hors de votre territoire, vous n'avez pas du tout la même appréhension de l'espace que si vous êtes dans une disposition d'utilité, lorsque vous cherchez votre chemin, ou lorsque vous vous rendez d'un point à un autre, ou lorsque vous êtes dans une situation de grande familiarité, de voisinage et éventuellement de sédentarité. Vous êtes dans votre cité, c'était bien dit dans le film, votre cité, vous la voyez pas. Vous la voyez plus, vous la vivez, et vous n'avez pas le pas en arrière pour la percevoir, en quelque sorte, et éventuellement la percevoir même critiquement. Et puis, à quoi s'ajoute, si vous voulez, ça c'est des éléments, je dirais, de tout temps. Ça vaut de toute expérience humaine, mais à quoi s'ajoutent les dimensions contemporaines, c'est-à-dire nos déplacements, qui peuvent être des déplacements, bon, ils ne sont pas si incessants que ça, mais ils sont souvent extrêmement routinisés, nos déplacements. On va d'un point à un autre pour aller au travail ou pour se rendre à l'école. Et puis, le consumérisme et un troisième élément, je dirais, contemporain important, c'est la ghettoisation. Il se trouve que j'ai été associé il n'y a pas très longtemps à une enquête auprès de lycéens de la Ferté-sous-Jouarre. Pour un lycéen de lycée professionnel de la Ferté-sous-Jouarre, la ville, c'est sa cité, et puis deux, les centres commerciaux de Marne-la-Vallée. C'est ça. Alors comment percevoir, quelles restrictions de la perception ça produit. Et puis j'ajouterais à tout ça dimension, mais je ne veux pas me montrer trop critique avec la France, parce que c'est valable aussi pour d'autres pays, mais l'absence, jusqu'à une période assez récente, d'initiation à l'histoire de l'art, et à l'intérieur de l'histoire de l'art, l'absence de préoccupation pour l'architecture. C'est vrai que l'histoire de l'architecture reste le parent pauvre de l'histoire de l'art, et très largement l'affaire des professionnels, et n'est pas tellement inclus ou juste à la marge dans l'histoire de l'art. Et ça donne effectivement non seulement les difficultés de prise de conscience de l'environnement, de la qualité architecturale ou de critique nécessaire du cadre de vie, chez les enfants bien sûr, mais c'est aussi bien valable, et vous devez en faire l'expérience au plan des décideurs locaux. Alors c'était il y a quelques années, mais j'avais demandé à un certain nombre de responsables de maires, y compris de grandes villes, comment se faisait-il que les décisions architecturales étaient souvent aussi médiocres? Et les gens, pourquoi est-ce qu'entre deux projets, souvent, en général, on choisissait le plus mauvais? Et les gens me disaient, mais tout simplement, on n'a pas la compétence, on n'a pas le regard, on n'a pas la formation pour ça. Et donc, je dirais, voilà ce qui définit la situation. Et par rapport à ça,
je dirais qu'il faut faire intervenir maintenant, puisque c'est le sujet de notre table ronde, la dimension enfant et adolescent. Alors là, la lecture qu'a fait Daniel Mesguich était intéressante, parce que à la fois Henri Michaud mettait le doigt sur des choses qui sont très justes, et en même temps, je dirais que, comme d'habitude, il embellissait, je veux dire, l'attitude enfantine, l'attitude adolescente ou l'attitude enfantine vis-à-vis de la perception. Il disait quand même l'homme sort de l'enfance comme d'une maladie, donc avec un état, une perception du monde complètement différent, oui, alors ça, altéré presque. Ça, c'est le point de vue, je dirais, de l'adulte, hein, le point de vue cartésien, parce que nous avons été enfants avant d'être hommes, mais effectivement, il y a une fraîcheur de l'enfance quand elle pose les questions, et notamment au niveau, je dirais, très sensible, je crois que c'est très sensible du collège, hein, entre, disons, 10 ans et 14 ans, ou 10 ans et 13 ans, un moment très sensible, grande ouverture psychologique, mais qu'il faut savoir stimuler et qu'il faut savoir éveiller. Alors, bien évidemment, je dirais les traits caractéristiques de l'enfance et de l'adolescence en matière de perception de l'espace, c'est le moment de la découverte de l'espace, mais avec des dimensions qui sont très variables. On le voyait dans le film, il y a une dimension ludique de perception de l'espace. Et à ce moment-là, un espace, c'est quoi? C'est pas un espace architectural, c'est un endroit où on peut faire du roller, c'est un endroit où on peut faire du skate, c'est un endroit où on peut faire du vélo, hein, ou du VTT. Peu importe si c'est bien pratique pour le jeu, peu importe la qualité, parce que la qualité elle est réduite à la qualité ludique. Et puis, je dirais qu'une chose qui m'a beaucoup frappé dans les relations avec les collégiens, c'est vraiment l'inexistence de l'attitude esthétique, de prise de distance esthétique. S'il y a une chose qui est très difficile à discuter avec des 6e, 5e, 4e, c'est les questions d'art. Parce que ils font des expériences esthétiques, artistiques, mais en même temps, ça leur est très très difficile de les réfléchir, de les nommer et de se mettre à réfléchir là-dessus. Autant sur les questions, pourquoi est-ce que Dieu est Dieu, hein, pourquoi est-ce que je suis moi ou pas un autre, comme dans le texte de Henri Michaud, autant ces questions-là, ils les comprennent très bien et on peut discuter, autant c'est très très difficile de discuter de questions d'art, de questions d'environnement, de questions de cadre de vie, parce que la prise de distance esthétique est insuffisante. Puis, il faudrait ajouter à ça, je dirais, les conditions contemporaines. Les conditions contemporaines qui sont le rapport au réel à travers le virtuel, hein, c'est-à-dire que le paysage, l'environnement, c'est souvent d'abord le paysage fantastique et la ville telle qu'elle est vue dans les jeux vidéo. Aujourd'hui, l'expérience du virtuel mange de plus en plus sur l'expérience réelle et en tout cas la formate en quelque sorte. Et puis, vous avez les téléphones, vous avez les images, vous avez le GPS, vous avez... À quoi sert un téléphone? En gros, à poser la question, tu es où? C'est fondamental par rapport à nos discussions. Tu es où? On ne sait jamais où on est, mais on cherche juste à se localiser en quelque sorte. Et peu importe, je dirais, dans où on se localise. Le tout, c'est de se localiser pour se rencontrer. Et puis, une dimension qui est très importante et que vous devez aussi rencontrer dans vos activités, c'est la dimension des interdits. Soit les interdits à respecter, soit les interdits à transgresser. Parce que la ville, c'est un espace d'interdit. Hein. Il faut traverser, pas traverser. Il faut respecter les feux, il faut respecter les pistes cyclables, etc. Donc vous avez toute cette dimension-là qui, là aussi, va moduler profondément la perception de l'environnement et de l'espace. Ajoutons encore notre dimension contemporaine, c'est soit les déplacements très rapides et, comme j'ai dit, des déplacements qui sont utilitaire, hein. On va d'un point à un autre, hein. On va au centre commercial de Marne-la-Vallée, ou au contraire les situations de stagnation en quelque sorte. On reste planté en bas de l'immeuble, dans le couloir de l'immeuble, et je dirais que ce qui manque aussi, surtout dans un pays comme la France, par rapport à des pays qui ont plus de patrimoine, je dirais comme l'Italie, c'est un manque de cadre culturel classique. Stylistique. Dans les dernières années où j'enseignais, je disais que ce qui me frappait le plus, c'est la difficulté que j'avais à faire comprendre les rapports entre style
entre siècle et stylistique. C'est-à-dire que les gens avaient du mal à mettre le XVIIIe siècle entre le XVIIe et le XIXe du point de vue stylistique. Je veux dire, parce que le cadre classique de perception de l'art et des choses faisait défaut. Alors du coup, toutes ces réflexions donnent le cadre, en quelque sorte, des activités d'éveil et des activités de découverte. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut... On l'a bien vu dans le film, il y a beaucoup de stratégies possibles pour susciter l'intérêt, déclencher, je dirais, un acte d'attention, et puis ensuite travailler sur la sensibilité. La seule chose que je dirais là-dessus, en terminant, c'est que moi, ce que je regrette, si vous voulez, ce que je déplore beaucoup, c'est que à l'âge justement où on peut faire le plus de travail, c'est-à-dire au moment du collège, ce soit le moment où c'est le plus difficile, parce qu'il y a les programmes, parce qu'il y a le cadre scolaire qui reste un cadre extrêmement rigide, parce que c'est très difficile d'organiser des activités de découverte au collège. J'ai eu la chance de pouvoir le faire en philosophie, parce que c'est difficile de sortir les gamins sur le terrain. Il y a toute une question de gestion, de logistique, de presque de discipline aussi à faire respecter. Alors, il y a je dirais qu'il y a plein d'astuces pour intéresser. Mais là, je dirais que c'est à nous d'inventorier, de les inventer, de voir ce qui marche pas, et les réussites et les échecs. Voilà. Merci. Merci. On a posé les termes du débat. Elisabeth Auclair, vous voyez tout à l'heure avec Michaud qu'il n'était pas facile de percevoir il y avait un état du spectateur qu'il fallait déjà se mettre dans un certain état pour voir, mais qu'est-ce qui fait le territoire et qu'est-ce qui ferait presque le territoire aussi ordinaire? Comment on pourrait le regarder, ce territoire? C'est vrai que c'est important de savoir le territoire, comment s'approprier le territoire et pourquoi et de quelle manière. J'ai pu effectivement travailler, évaluer, analyser pas mal de projets artistiques, culturels menés avec des enfants, des jeunes, des adultes dans des quartiers, notamment pas mal dans des quartiers politiques de la ville, et pour essayer de comprendre un peu les raisons de ces travaux et pourquoi on essaye de favoriser cette appropriation du territoire. Donc effectivement, quel territoire? Donc je voudrais juste revenir en quelques secondes sur les témoignages recueillis par le CAUE. Donc moi j'avais une vingtaine de témoignages, j'ai pas tout à fait fait mes devoirs, mais je me rattrape un peu. Voilà, donc moi ce que j'ai compris, ce que j'ai entendu, c'est dans les aspirations des personnes, c'est pour une ville spontanée, décalée, inattendue, une ville artistique, créative, colorée, festive, mais aussi une ville ralentie, calme, fleurie, verte et bleue, une ville conviviale, faite de rencontres, d'échanges et de partage. Donc ça, c'est un peu les rêves, les aspirations de la population aujourd'hui par rapport à leur territoire. Et du coup, est-ce qu'on arrive à répondre à ces attentes? Est-ce que ceux qui construisent les villes aujourd'hui, les aménageurs, les architectes, les urbanistes, est-ce que finalement on répond? Est-ce qu'il n'y a pas un décalage? Et effectivement, je pense que pour ma part, oui, il y a un décalage, et c'est aussi, ça rejoint aussi beaucoup d'autres travaux, alors de philosophes, d'économistes, etc. Je pense qu'il y a effectivement dans ces demandes une demande de poésie, et c'est quelque chose qu'Edgar Morin avait effectivement déjà bien mis en avant, cette tension entre le poétique et le prosaïque. Et là, on sait bien que quand on parle de la ville, toutes les problématiques urbaines, il y a les questions économiques qui sont sur le devant de la scène, donc les grands enjeux de développement, la ville créative ou les grands équipements artistiques, les grands musées, parce qu'il y a des enjeux économiques. On parle aussi beaucoup, bien sûr, des questions environnementales, on l'a dit, il y a des vrais enjeux
le réchauffement climatique, la transition énergétique. Donc on a souvent, quand on parle de la ville, une approche, on veut dire, très technique, économique, environnementale qui est nécessaire, mais en même temps qui est quand même qui laisse pas beaucoup de place à la poésie, au symbolique, à l'imaginaire, au ludique, qui est pourtant ce que revendiquent les habitants qui vivent dans ces villes. Et ça rejoint une autre réflexion qu'avait Édouard Glissant, et avec l'Institut du Tout-Monde, qui essayait d'analyser quels étaient les besoins essentiels des humains, de nous, petits êtres. Alors, dans ce manifeste pour les produits de haute nécessité, il y avait bien effectivement l'idée qu'il faut absolument pouvoir se loger, se nourrir, se soigner, donc des besoins essentiels qui malheureusement sont loin d'être couverts, pas seulement dans les pays du Sud, mais en France même. Mais au-delà de ces besoins, il y avait beaucoup d'autres besoins essentiels que l'on a tendance à oublier, qui sont justement ces besoins d'art, de culture, de partage, de rencontre, de convivialité, et qui sont des besoins de haute nécessité, pas seulement manger, boire. Voilà, on n'est pas uniquement des êtres biologiques, on est des êtres culturels. Donc comment replacer effectivement la culture, mais au sens anthropologique, au cœur des villes, et pas uniquement faire des belles villes HQE avec des panneaux solaires, mais revenir un peu vers les habitants. De quoi ont-ils vraiment besoin? Et ça rejoint aussi donc un troisième élément d'analyse, de réflexion qui sont menées par par des responsables de collectivités territoriales, notamment les régions, la région Nord-Pas-de-Calais, la région Pays de Loire, qui travaillent justement sur ces nouveaux indicateurs de richesse. Donc, quelle est la richesse d'un territoire ? C'est pas seulement le PIB, c'est pas seulement les flux économiques, c'est pas seulement la richesse monétaire, c'est aussi la richesse d'un territoire, on l'a évoqué, comment elle produit, elle contribue à créer de la solidarité, du partage entre les personnes. Et donc ces réflexions sur les nouveaux indicateurs de richesse ont été déjà développées depuis 10-15 ans. C'est pas nouveau, mais c'est intéressant parce qu'on essaye de les mettre en application concrètement, et ça permet d'essayer de dessiner des territoires avec d'autres critères, des critères qui sont pas uniquement la performance, l'efficacité, la compétition, la concurrence entre les territoires, etc., ou entre les personnes, entre les universités. Moi, je suis bien placée pour savoir qu'aujourd'hui, c'est la compétition entre les universités qui nous détruit. Et donc, d'autres valeurs, d'autres indicateurs pour essayer de travailler sur la qualité du cadre de vie, plus basée sur le bien-être individuel, l'épanouissement, la dignité humaine. Donc, il y a ici effectivement du travail. Et peut-être aussi une autre approche qui permet de réfléchir un petit peu à une ville partagée, c'est le concept aussi des biens communs ou des communs. Et aujourd'hui, on a pas mal de villes qui se regroupent pour réfléchir à la manière dont la ville peut être un commun, c'est-à-dire une ressource, une richesse que l'on considère comme importante, fondamentale, que l'on veut gérer collectivement, une communauté qui décide que on n'est pas dans une approche individualiste, égoïste, mais que oui, on peut partager cette ville, la gérer ensemble, et en essayant de trouver ensemble. Donc il y a eu en novembre dernier le festival des villes en bien commun, avec beaucoup d'expérience en France et aussi à l'étranger, pour essayer de mettre un peu le doigt et de mettre en lumière les initiatives de collectifs, de réseaux, de personnes qui veulent justement se réapproprier la ville, se réapproprier les espaces publics, parce que c'est souvent là où il y a les phénomènes d'enclosure, où on commence à perdre un peu le terrain, de privatisation, etc. Donc
pense que ce qui est important, parce que effectivement, quel repère pour les enfants, les adolescents, les jeunes adultes, quel repère pour quel projet de société. Je pense que c'est effectivement très important bien sûr, de leur faire comprendre, comme on est là aussi, et puis toutes les personnes du CAU sont là pour essayer de faire comprendre l'histoire de l'architecture, de l'urbanisme, des paysages. Mais pour les jeunes, c'est pas toujours forcément très facile. Par contre, moi je pense que la ville partagée, c'est quelque chose d'important pour les jeunes, de faire comprendre que ce qui est important, c'est se partager leur quartier, partager leur ville entre eux, entre les filles et les garçons, parce qu'il y a beaucoup de quartiers où justement il y a des problèmes de mixité entre les genres. Donc les filles qui ont pas mal de problèmes dans certains quartiers, d'exclusion, enfin bon bref. Donc partage de la ville entre les garçons et entre les filles, entre les jeunes et les anciens, entre les jeunes et les autres générations, entre les quartiers évidemment, entre les communautés, entre les anciens, ceux qui vivent là depuis longtemps, et puis ceux qui arrivent. On a parlé de la mobilité, donc bien sûr les repères, la mémoire, l'histoire, c'est important, mais il y a aussi tous les nouveaux qui arrivent et qu'il faut aussi, avec lesquels il faut partager sa ville. Et juste pour revenir sur le public particulier des jeunes, il y a Yves Michaud tout à l'heure noté l'aspect ludique. C'est vraiment parce que je vais imaginer, je vais jouer avec le territoire aussi, que je vais me l'approprier. Est-ce que cette dimension ludique, elle est nécessaire? Quand on veut transmettre ou quand on veut raconter quelque chose d'un territoire, est-ce que c'est une dimension qui est une des voies royales pour s'adresser à des jeunes aussi, parce que on voit des conflits d'utilisation des lieux. Il y a au-delà de tout ce qui est interdit ou ce que je vais transgresser, il y a quand même des espaces qu'il faut partager. Ces espaces à partager, on a parfois des conflits dans l'usage de ces espaces, et les jeunes sont souvent, enfin en tout cas parfois, à l'origine aussi de ce type de crispation sur le territoire. Donc quand je demandais aussi ce qu'ils faisaient territoire, c'était aussi pour ces jeunes-là, comment on peut appréhender la question du territoire en partage aussi avec les autres composantes de la société en termes d'âge et de sexe également. Je pense que effectivement, moi j'ai vu pas mal de projets qui ont pu être menés autour des arts et la culture, mais avec une dimension, on va dire, ludique, puisque c'est pas l'enseignement dans un conservatoire ou dans une école d'art, là, on etc. transmet de la connaissance. Où on transmet, mais c'est plutôt effectivement des pratiques en plein air, des pratiques dehors, à Marseille, les enfants dessinaient dans la rue. On mettait à leur disposition des peintures, des papiers, parce que les enfants ne franchissaient pas les murs des écoles, même des maisons des centres sociaux. C'était des populations qui ne fréquentaient aucun lieu destiné pour les enfants, mais qui, du coup, au final, ils prenaient un bout de papier, un crayon, et puis finalement, ils revenaient le mercredi d'après, ils revenaient ensuite régulièrement, et les grands qui voulaient pas se mêler de ça, finalement rester autour, regardaient, et puis un jour ou l'autre se mettaient aussi à dessiner leur ville, leur quartier. Donc c'est effectivement c'est ludique au sens de la spontanéité, de la possibilité de créer sans cadre, on leur dit pas recopier ce paysage ou recopier, mais plutôt inventer à votre façon. On l'a vu tout à l'heure, un petit exemple, quand les jeunes redessinaient un petit peu leur environnement. Merci Elisabeth Auclair. Christiane Ferrer, vous êtes principale du collège Thomas Masaryk de Châtenay-Malabry. Vous avez fait un partenariat avec un CAUE et il y a eu une intervention. Mais qu'est-ce que vous attendez de ce type d'initiative ? C'est vrai que pour connaître son territoire, il faut au minimum l'arpenter. En tout cas, il faut le voir. Et on ne le voit bien que si on s'y promène, si on y a une expérience sensible. Or, c'est compliqué pour toutes les raisons évoquées tout à l'heure. Qu'est-ce que vous attendez de cette ouverture dans la lecture du territoire de vos élèves? Et qu'est-ce que vous ressentez comme manque déjà chez eux?
Alors effectivement, en tant qu'acteur de terrain, je suis très heureuse de pouvoir témoigner de ce beau partenariat avec le CAUE 92, puisque le Collège Masaryk est en plein cœur de la cité jardin de la Butte Rouge à Châtenay-Malabry, donc quand même une cité jardin qui a été élaborée par des architectes prestigieux, Basson-Pierre, De Ruté, Sirvin, et dans cette cité jardin, beaucoup de beauté, mais très peu peut-être de respect ou de considération pour cet environnement particulièrement beau. Et donc l'objectif était de permettre, avec ce partenariat, de mieux aider les élèves à comprendre et à s'approprier leur territoire, leur quartier, de telle sorte qu'il y ait, et se développe, en tout cas c'est un de nos objectifs à long terme, de travailler sur un vrai projet éducatif territorial. Donc tout ce qui a été dit jusqu'à présent, je suis à 100% d'accord, et à Châtenay-Malabry, on est en train de mettre ça en place pour permettre justement toutes ces belles choses qui vont faire progresser les élèves. Ce projet agitateur d'espace est extrêmement intéressant parce que en fait cela part de la pédagogie de projet. L'enfant construit, l'enfant expérimente, donc les architectes ont permis d'apporter leur regard, ont permis d'apporter cette expérimentation qui manque aux élèves. On est parti d'une problématique, de leurs besoins, de leurs attentes, et ensuite d'abord cette phase d'analyse et ensuite cette phase de création qui ont permis aux élèves d'avancer, de construire, d'expérimenter. Et c'est parce que les élèves sont acteurs de leurs apprentissages qu'ils le comprennent, qu'ils peuvent transférer leurs connaissances, leur savoir-être et leur savoir-faire, et résoudre, enseigner, ou en tout cas apprendre en résolvant des problèmes. C'est ce que disent tous les chercheurs en didactique, et en particulier Michel Develay. Et donc nous on est en ce qui concerne ce partenariat extrêmement content de l'avoir mené. Il a apporté beaucoup aux élèves sur plusieurs points. D'abord parce que... Peut-être juste avant que vous n'expliquiez ce que ça a apporté, vous avez construit ça parce que vous sentiez un déficit dans la représentation, dans l'image que vos élèves avaient de leur quartier, une image qui était plutôt célébrée dans les revues d'architecture ou dans les revues d'histoire de l'architecture, mais qu'eux ne percevaient pas du tout. À l'origine, c'était ce décalage entre un lieu qui fait partie des grandes pages de l'histoire de l'architecture et un vécu qui vous semblait complètement en décalage avec cette histoire et cette culture. Voilà, effectivement, la problématique, c'est que... C'est comme ça que vous vous êtes posé, vous, adulte, au milieu de... Oui, en équipe, on travaille toujours en équipe. Non, mais bien sûr, mais c'est vraiment le décalage. Pourquoi ce lieu qui est intéressant à Divertit n'est-il pas identifié comme tel? Voilà, absolument. Donc, juste une anecdote. Lorsque nous avons reçu les architectes des CAUE 92, donc j'ai fait visiter, bien sûr, l'établissement aux architectes qui sont tombés en admiration devant les mosaïques, la rotonde et l'escalier art déco, alors que jusqu'à présent nous ne prêtions aucune attention à ces éléments d'architecture. Donc depuis ce temps-là, les élèves sont beaucoup plus respectueux et sont très heureux de pouvoir valoriser le patrimoine de notre établissement lors des portes ouvertes, par exemple. Donc effectivement, la cité jardin est considérée comme un peu une cité dortoir, et l'objectif c'est, en tout cas avec la ville et la communauté d'agglomération, et bien sûr avec l'aide du conseiller général et avec l'aide du CAUE, c'est de faire en sorte qu'il y ait un vrai projet éducatif territorial. Alors du coup, comment ça s'est passé? Alors peut-être rentrons dans les détails. Comment ça s'est déroulé? Et puis quel bilan vous en tirez et quel retour vous avez perçu chez vos élèves? Alors, aussi. Donc comment ça s'est passé? Vous avez vu une superbe vidéo. En gros, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire que comprendre le quartier, mieux se l'approprier, c'est partir des représentations des élèves. Donc la première phase, c'était une phase d'analyse, observer, questionner, comprendre l'architecture du lieu, et aussi un brainstorming pour mettre en place cette problématique d'intervention sur cet espace. Donc ainsi est née l'idée des élèves de représenter les différents quartiers de la Butte Rouge, donc les aviateurs, les peintres, la demi-lune, Sim Sim, Alaska, et de les animer en faisant référence aux légendes de la Butte Rouge. Et l'animation, la performance consistait à ce que les perturbateurs viennent diviser et opposer les quartiers, et qui finalement les rassemblent pour un bien vivre ensemble.
Donc voilà, en gros, très globalement, cette phase d'analyse. Et ensuite, il y a eu cette phase de création. La conception et la création de cet habitable, de ces volumes habitables implantés sur le site, qui sont les différents quartiers. Donc les élèves ont donc sont passés, on construit ces volumes polymorphes qui représentaient les quartiers et ensuite les ont animés. Et ensuite, les élèves ont été très heureux de pouvoir animer ces quartiers selon leur histoire, de telle sorte qu'ils puissent exprimer leur sensibilité artistique. Et là, je rejoins tout à fait M. Michaud lorsqu'il dit que l'esthétique et l'expression artistique fait un peu défaut dans nos établissements. Voilà, en ce qui concerne... Quand vous dites fait un peu défaut, très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait que le professeur d'art plastique ou un professeur d'histoire fasse très clairement des cours. Vous le mesurez en combien d'heures? Cet enseignement qui nous manque, ça fait des années qu'on répète que l'enseignement artistique à l'école et au collège notamment n'est pas assez développé, qu'on déplore la faiblesse des connaissances et de la culture architecturale de tout un chacun en France comparé à d'autres pays. Il suffit d'aller autour de l'Europe et on voit qu'on a des gens d'abord qui sont beaucoup plus habitués au métier de l'architecte, puisqu'il y a des pays où il y a plus d'architectes par nombre d'habitants qu'en France, et ils sont nombreux. Mais on voit qu'il y a une distance. Mais vous êtes principal, excusez-moi de vous poser une question technique, mais c'est aussi par ce type de choses qu'on peut faire avancer le débat. Vous le chiffrez à combien en termes d'heures d'enseignement? Si on vous donnait le pouvoir demain de réformer l'enseignement du collège, vous mettriez combien d'heures là-dedans et comment vous l'articuleriez? Donc je vais pas mais parce que c'est trop compliqué. En revanche, aujourd'hui, simplement, on a 1 heure d'enseignement d'art plastique par classe, bien sûr, par semaine. Donc c'est très peu. Et justement, l'objectif de ces projets qu'on affectionne particulièrement, c'est de permettre aux élèves d'être un peu entrepreneurs, c'est-à-dire d'oser. C'est-à-dire qu'ils voient vraiment un projet qui se déroule par rapport à une problématique, par rapport à leurs besoins, par rapport à leurs attentes, et de voir comment cette démarche est mise en œuvre et comment elle aboutit. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et effectivement, on aurait besoin de travailler autrement. C'est pour ça que le COE nous permet aussi, grâce aux architectes, à travailler le projet personnel des élèves pour essayer de mieux comprendre ce qu'est le métier d'architecte, mais aussi ce qu'il leur faut pour mieux se connaître et mieux avancer pour leur avenir. Ça, c'est extrêmement précieux. Effectivement, en ce qui concerne l'histoire des arts dont parlait M. Michaud, c'est un projet qui devrait avoir lieu depuis la 6e, même bien avant, dès le primaire, mais c'est extrêmement difficile d'y arriver. On a la volonté pour ça, puisque au Collège Masaryk, on a l'ambition de faire progresser les élèves au maximum de leur capacité, à leur rythme, en coéducation, et donc de mettre en place des projets qui vont permettre justement la mise en place de projets, travailler différemment en pédagogie de projet, et donc se donner du temps pour les projets qui correspondent plus à un besoin, et les élèves sont plus épanouis, plus heureux. Merci Christiane Ferrer pour votre témoignage. On va écouter maintenant Catherine Grandin-Morin. Catherine Grandin-Morin, vous êtes architecte urbaniste et directrice du CAUE, du Rhône. Vous êtes animatrice du pôle sensibilisation et pédagogie de la Fédération des CAUE. Très très rapidement, le film que vous avez vu, vous voyez des méthodes. Là, Madame Ferrer vient de parler de mode projet. C'est important ce mode projet pour transmettre à des jeunes le souci, la vision, la projection de leur territoire. Alors, si vous le voulez bien, en introduction, moi personnellement, j'ai ressenti une grande fracture entre les propos introductifs que nous avons eus dans ce colloque, à savoir cette grande crise quand même que nous vivons au niveau des territoires, et puis l'action, une action de territoire dans ce film où effectivement on essaie de bâtir avec des collèges, des lycées, une sorte d'éducation à l'architecture et à la ville. Donc pour moi ça me met très très mal à l'aise, parce que c'est vrai que ça pose quand même la question de comment on va amener ces jeunes à être des adultes responsables dans des territoires qui sont aussi mouvants. On a parlé de déterritorialisation et de reterritorialisation.
comment va-t-on les amener à assurer des responsabilités dans ce contexte-là. Voilà, je voulais simplement dire cela parce que je trouve que c'est important de repositionner aujourd'hui l'éducation des jeunes dans un futur et non pas à l'intérieur de dispositifs qui sont effectivement certes existants, mais qui sont souvent extrêmement limitatifs, peu nombreux, dont on peut reparler, mais qui nous obligent, nous en tant que CAUE, à entrer par une petite porte qui est effectivement l'histoire des arts, dispositif donc qui, avec la nouvelle loi d'orientation de l'école, devrait, dans l'éducation artistique et culturelle, prendre toute sa place, mais où sur le terrain, on voit quand même encore les limites de ces parcours d'éducation artistique et culturelle, qui ici, ils ne sont pas mis, comme l'a dit Madame la Principale, dans un cadre de périmètre territorial d'éducation artistique, où les collectivités sont extrêmement motrices de ces dispositifs entre maternelle, classe élémentaire, collège, lycée, eh bien, il ne se passe pas grand-chose. Voilà. Donc, c'est vrai que la notion de projet, nous, en tant qu'architectes, elle est intéressante, mais je pense qu'il faut effectivement la replacer dans ce projet de société. C'était le titre, d'ailleurs, de cette table ronde, et se poser réellement la question également des nouveaux supports que maîtrisent parfaitement les jeunes, mais qui sont aussi facteurs de fracture numérique, fracture Internet aussi. Twitter, c'est pas la même chose que Facebook. Mais voilà, on peut s'interroger aussi sur ces nouveaux territoires que les jeunes vont devoir affronter et qu'est-ce qu'on leur donne aujourd'hui comme outil pour le faire. Quelles sont les réflexions et dans quel sens va votre travail justement pour mieux accompagner ces jeunes? Parce que si je vous suis bien, les jeunes vont à l'école, mais que l'école doit en faire des citoyens, c'est-à-dire des gens pleinement responsables. Elle doit d'abord leur donner une culture minimale, en tout cas à partager, et ensuite il faut que chacun puisse à partir de là se débrouiller pour être un citoyen à part entière. Là, quel type d'outils vous développez pour arriver sur les questions de territoire, sur les questions de paysage, d'environnement? Comment on fait prendre conscience à ces jeunes gens de leurs responsabilités? Comment vous faites? Quelle piste de travail et de réflexion vous développez pour arriver à toucher ces jeunes? Alors, nous avons la chance dans les CAUE que la loi sur l'architecture nous a donné cette mission de sensibilisation des jeunes à l'architecture. Nous avons dans nos conseils d'administration un représentant de l'inspection académique. Donc, on a une ouverture sur l'école qui est quand même importante et dont on bénéficie et qui nous positionne comme un acteur auprès et du ministère de la Culture et de la Direction générale des patrimoines et également de l'éducation nationale. Alors ça vous positionne comme un acteur, mais est-ce pour autant que les écoles, les collèges jouent le jeu et ils font appel au service des CAUE? Alors, on a à peu près 1200 actions pédagogiques par an, pour vous donner un ordre d'idée, en tant que CAUE. Allant d'actions, je dirais, relativement modestes, dans des villages ou dans des petites villes, à des actions qui sont des fois un petit peu plus importantes. Je pense notamment tout ce qui se fait autour des rencontres d'Arles avec la rentrée en images, où plusieurs académies se groupent et où les CAUE ont pu si vous voulez, se connecter à des événements culturels d'une certaine importance et du coup toucher beaucoup plus d'enfants dans un cadre qui soit à la fois scolaire et à la fois culturel. Donc c'est vrai que c'est un défi d'essayer de trouver des façons et des moyens de s'appuyer sur les supports de l'architecture et de la ville, à savoir le cinéma, la photographie, le théâtre, la musique, aussi pour transmettre une idée de ce qu'est l'espace et de ce qu'est la ville. Alors, bon, c'est vrai qu'on y arrive plus ou moins bien, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en tant que CAUE, ça fait quand même 30 ans qu'on fait de la pédagogie de l'architecture, et on a besoin de faire un peu un recul. En tout cas, on a les possibilités de faire un recul sur nos actions. On l'a fait à travers certaines éditions, qui sont des outils tout à fait intéressants pour les enseignants. On a besoin aussi peut-être un petit peu plus, je dirais, réfléchir sur le futur et comment, riche de toutes ces actions, on va pouvoir aller un petit peu plus vers la généralisation. Alors, on parlait en introduction, monsieur l'adjoint à l'urbanisme, a évoqué la question de la
parler des rythmes scolaires. Jean-Louis Missika. Voilà. Est-ce que c'est une piste ? Pourquoi pas ? Pourquoi essayer justement d'allier la connaissance avec, j'aime pas trop le jeu, le côté ludique, mais plutôt le plaisir d'apprendre, parce qu'on peut aussi donner du plaisir à faire de la musique, du plaisir à faire de l'architecture, et pas seulement à travers le jeu. Donc c'est aussi cette connexion avec d'autres réseaux socioculturels, etc., qui peuvent permettre aussi de démultiplier l'action, parce qu'on est vraiment devant un problème de généralisation d'un certain nombre d'actions qui sont certes extrêmement intéressantes, mais qui ont besoin effectivement de toucher beaucoup plus de jeunes. Et qui sont souvent à l'initiative des CAUE, ou alors vous estimez que finalement les propositions des CAUE d'agir dans des lieux où on trouve des jeunes, que ce soit les écoles ou dans d'autres périodes périscolaires, ça vient plutôt des CAUE qui proposent, ou alors plutôt de ces structures-là qui sont demandeuses de ce type de partenariat? Tous les cas de figure se présentent, mais je pense quand même qu'en s'appuyant sur des dispositifs qui existent déjà, de parcours d'éducation artistique, on l'a dit, mis en place par l'Éducation nationale, le ministère de la Culture, bon, je ne suis pas là pour en faire l'éloge, mais je veux dire, c'est quand même une possibilité qu'on a d'introduire dans ces parcours les arts de l'espace. Oui, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait un représentant de l'Éducation nationale qui était dans votre conseil d'administration. Est-ce que l'inverse est vrai ? Alors, on est en train d'essayer de se faire reconnaître par l'Éducation nationale comme parce étant... que c'est vrai, c'est là l'enjeu. Enfin, l'enjeu est là. Si on veut vraiment qu'il y ait une plus grande porosité. Voilà, mais ça c'est une proposition qu'il faudrait qu'on fasse à l'intérieur de ce congrès, c'est qu'effectivement on soit enfin reconnu. Mais ça n'est pas la seule voie. Je pense qu'effectivement, à travers un certain nombre de structures culturelles. Je pense notamment à ce qu'on vient de faire dans le Rhône avec une biennale d'art de musique contemporaine. C'est à la demande de cette biennale que nous avons pu accueillir un artiste de Taipei qui a travaillé sur l'espace et qui nous a permis d'être beaucoup plus lisible, si vous voulez, parce que le CAUE, c'est des petites structures quand même, à l'intérieur d'un grand festival qui est internationalement connu. Donc c'est ça un peu l'enjeu aussi.